J'ai vendu la maison et j'ai disparu sans prévenir personne. J'ai changé de ville, de vie, de tout. Et maintenant, en regardant par la fenêtre de ce petit appartement qui n'appartient qu'à moi, où personne ne me crie dessus, où personne ne m'utilise, où personne ne projette de voler la seule chose qu'il me restait, je vais raconter pourquoi j'ai fait ça. Pourquoi un père de 68 ans a dû fuir son propre fils comme s'il échappait à un prédateur. C'est exactement en ça que Mathieu s'est transformé pour moi, un prédateur. Et sa femme, Céline, avec toute cette famille de vipères qu'elle a amenée dans ma vie, ont été les complices parfaits de ma destruction. Mais je ne me suis pas laissé détruire. J'ai pris une décision que beaucoup qualifieraient de cruelle, d'autres diraient qu'elle est extrême, mais pour moi c'était la seule façon de survivre. Et si vous me suivez jusqu'à la fin de cette histoire, vous comprendrez pourquoi je ne regrette rien. Vous comprendrez pourquoi chaque document que j'ai signé, chaque carton que j'ai emballé, chaque larme que j'ai versée en silence pendant que je planifiais ma fuite en valait la peine. Parce qu'il y a des moments dans la vie où il faut choisir entre continuer à être la victime ou devenir son propre sauveur. Et j'ai choisi de me sauver. Je sais ce que c'est que de se sentir seul à cette étape de la vie. Je sais ce que c'est que de se réveiller chaque matin et de se demander si quelqu'un se soucie vraiment de vous ou si vous n'êtes qu'une ressource à exploiter jusqu'à ce que vous ne serviez plus à rien. Pendant des années, j'ai avalé cette réalité. Je me suis convaincu que c'était normal, que les familles modernes sont comme ça, que j'étais dramatique, mais il y avait quelque chose en moi, une petite voix qui devenait de plus en plus forte, qui me disait que non, que ce n'était pas correct, que personne ne méritait d'être traité comme je l'étais. Et cette voix avait raison. Il est arrivé un moment où elle ne chuchotait plus. Elle criait et je l'ai finalement écoutée. Ce que je vais raconter n'est pas seulement mon histoire, c'est l'histoire de milliers de personnes âgées qui deviennent invisibles pour leur propre famille, qui sont traitées comme des fardeaux, comme des distributeurs automatiques, comme des obstacles à l'héritage que les enfants considèrent déjà comme le leur. Et si vous qui m'écoutez vous identifiez à quelque chose que je vais dire, sachez que vous n'êtes pas seul, qu'il y a une issue, qu'il n'est jamais trop tard pour retrouver sa dignité. Tout a commencé il y a 3 mois. C'était un mardi après-midi, un de ces jours gris où le temps semble s'éterniser. Mathieu et Céline étaient particulièrement distants ces dernières semaines. Des appels chuchotés, des portes qui se fermaient quand j'entrais dans une pièce, des regards de complicité qui n'incluaient pas d'explication. J'essayais de ne pas trop y penser. Après tout, ils étaient mariés depuis 5 ans et j'avais appris à leur donner de l'espace. Céline ne m'avait jamais aimé. Je l'ai su dès le premier jour où je l'ai rencontrée. La façon dont elle me regardait, comme si j'étais quelque chose de vieux qui devait être remplacé. Quelque chose d'obsolète qui prenait trop de place. Mais Mathieu semblait heureux avec elle, et c'était la seule chose qui m'importait. Quel imbécile j'ai été, quel aveugle, quel naïf de croire que l'amour d'un père suffirait à garder un fils près de soi, quand il y avait une femme qui lui empoisonnait les oreilles tous les jours. Ce mardi-là, Mathieu est entré dans la cuisine où je préparais le dîner. Il avait cette expression que j'avais appris à reconnaître, ce mélange de culpabilité anticipée et de malaise. Il venait me demander quelque chose. Cette expression venait toujours avant les demandes. « Papa, j'ai besoin que tu me prêtes de l'argent. »« Papa, on va rester quelques mois de plus ici jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose. »« Papa, Céline est un peu stressée, essaie de ne pas la déranger. »« Papa, papa, papa. » Toujours papa quand il avait besoin de quelque chose, mais jamais papa quand il s'agissait de m'inclure dans les projets, dans les joies, dans leur vraie vie. Je me suis tourné vers lui avec un sourire qui me vient automatiquement. Ce sourire de père qui supporte tout, qui pardonne tout, qui ne dit jamais non. « Mathieu, mon chéri, qu'est-ce qu'il y a ?» Et lui, sans me regarder directement dans les yeux, a lâché la bombe comme on commente la météo. « Papa, j'ai besoin des cartes bancaires, les 3. Céline et moi devons faire des achats importants cette semaine. Je te les rends lundi prochain. » Quelque chose en moi s'est contracté. Il ne m'avait jamais demandé les 3 cartes en même temps. Une, oui,
peut-être 2 en cas d'urgence. Mais les 3? Pourquoi as-tu besoin des 3, Mathieu? Il a haussé les épaules avec cette indifférence qui me brisait l'âme. Je te l'ai dit, des achats importants. Ne t'inquiète pas, papa. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Ces mots ont résonné dans ma tête pendant des jours. Fais-moi confiance, disait le fils que j'avais élevé seul après la mort de sa mère quand il n'avait que 8 ans. Fais-moi confiance, disait l'homme dont j'avais payé toutes les études universitaires en travaillant en double poste. Fais-moi confiance, disait celui qui vivait dans ma maison sans payer de loyer pendant qu'il économisait pour son avenir. Un avenir qui apparemment ne m'incluait pas. Mais je voulais croire. J'avais besoin de croire. Alors j'ai pris les 3 cartes de mon portefeuille et je les lui ai données. Mathieu les a prises sans même me remercier. Il a simplement hoché la tête, a murmuré un rapide « On se voit plus tard » et est sorti de la cuisine. Je l'ai entendu dire quelque chose à Céline à voix basse dans le couloir. J'ai entendu son rire à elle, un rire qui sonnait comme une victoire. Et quelque chose en moi a su. À ce moment-là, j'ai su que je venais de commettre une terrible erreur, mais je ne savais pas encore à quel point elle était terrible. Je ne savais pas encore que ces cartes seraient utilisées pour financer une trahison si grande qu'elle changerait ma vie pour toujours. Les 3 jours suivants ont été étranges. Mathieu et Céline ont pratiquement disparu de la maison. Ils sortaient tôt et rentraient tard. Quand je demandais où ils avaient été, les réponses étaient vagues. On fait des trucs, on règle des problèmes. Ne t'inquiète pas, papa. J'essayais de vérifier les mouvements des cartes en ligne, mais chaque fois que je le faisais, le système disait qu'il y avait une erreur, de réessayer plus tard. J'ai appelé la banque et on m'a dit que tout était en ordre, qu'il n'y avait aucun problème avec mon compte. Mais quelque chose ne semblait pas correct. Quelque chose se passait et je ne le voyais pas. Le vendredi soir, Mathieu est entré dans ma chambre. Papa, Céline et moi partons ce week-end. On restera peut-être jusqu'à mercredi. Des amis nous ont invités dans leur maison de vacances en Bretagne. J'ai besoin de me reposer un peu du travail. Je trouvais ça bizarre. Mathieu ne prenait jamais de vacances à l'improviste. Mais j'ai acquiescé. D'accord, mon fils, amusez-vous bien. Il est sorti sans rien dire de plus, sans un câlin, sans un baiser sur le front, comme quand il était enfant. Il est juste sorti. Je suis resté assis sur le lit, regardant les murs de cette chambre où j'avais tant pleuré après être devenu veuf, me demandant à quel moment exactement j'avais perdu mon fils, à quel moment ce garçon doux qui me serrait dans ses bras et me disait que j'étais sa personne préférée au monde, s'était transformé en cet étranger froid qui me regardait à peine. Le samedi matin s'est levé avec un silence étrange dans la maison. Ce genre de silence qui vous fait vous sentir mal à l'aise dans votre propre foyer. Mathieu et Céline étaient déjà partis. Ils n'avaient pas laissé de mots, n'avaient pas dit à quelle heure ils reviendraient exactement. Rien. Juste ce vide pesant qui remplissait chaque coin. J'ai préparé un café et me suis assis dans le salon, essayant de chasser cette sensation d'inquiétude qui ne me laissait pas respirer correctement. J'ai allumé la télévision pour me distraire, mais je n'arrivais pas à me concentrer sur quoi que ce soit. Mes yeux continuaient à se tourner vers la porte de la chambre de Mathieu et Céline, vers cet espace qui était avant mon atelier de bricolage que j'avais cédé quand ils se sont mariés et avaient besoin d'intimité. Une intimité pour conspirer contre moi, j'ai découvert plus tard. Mais je ne savais pas encore. J'étais encore dans cette bulle de déni, où les pères vivent quand ils ne veulent pas accepter que leurs fils sont capables de nous faire du mal. J'ai passé la journée à nettoyer la maison. Je nettoie toujours quand je suis nerveux. C'est ma façon de garder mes mains occupées pendant que mon esprit tourne en rond. J'ai nettoyé la cuisine, la salle de bain, le salon, et quand j'ai fini avec les espaces communs, je me suis arrêté devant la porte de la chambre de Mathieu et Céline. Normalement, je respectais leur espace. Je n'entrais jamais sans permission. Mais ce jour-là, quelque chose m'a poussé à tourner la poignée. Je vais juste aérer un peu, me suis-je dit. Je vais juste ouvrir la fenêtre, rien de plus. Je suis entré et l'odeur du parfum cher de Céline m'a immédiatement frappé.
ce parfum que j'ai toujours trouvé trop intense, trop prétentieux. J'ai ouvert la fenêtre et une brise fraîche est entrée. Je me suis tourné pour sortir quand quelque chose sur le bureau a attiré mon attention. Le vieux téléphone portable de Mathieu, celui qu'il avait remplacé il y a 2 mois par un nouveau, était là, branché sur le chargeur avec l'écran allumé. Apparemment, il l'utilisait encore pour quelque chose. Ma main a bougé avant que mon cerveau ne puisse l'arrêter. J'ai pris le téléphone. Il n'y avait pas de mot de passe. Mathieu a toujours été négligent avec ces choses. L'écran montrait plusieurs applications ouvertes et en haut, j'ai vu des notifications WhatsApp, beaucoup de notifications d'un groupe appelé « Famille Céline ». Mon cœur a commencé à battre plus fort. Je savais que je ne devais pas regarder. Je savais que j'envahissais leur vie privée. Mais quelque chose de plus fort que mon sens du bien et du mal m'a fait toucher cette notification. Et à ce moment-là, ma vie a changé pour toujours. Le groupe avait des centaines de messages. J'ai fait défiler vers le bas jusqu'au plus récent et la première chose que j'ai vue m'a glacé le sang. C'était un message de Céline envoyé ce matin même. On est déjà à l'aéroport. Mathieu est nerveux que le vieux s'en aperçoive. Je lui ai dit de se calmer. Il est trop con pour vérifier les mouvements des cartes. Le vieux. Elle m'appelait le vieux. Mes mains ont commencé à trembler. J'ai continué à lire. Sophie, la mère de Céline, avait répondu « Heureusement que ton beau-père est si naïf. Ma fille sait gérer ces situations. Quand on reviendra, on aura déjà tout avancé avec l'avocat. Cette maison sera à nous avant qu'il ne s'en rende compte. » Richard, le père de Céline, avait envoyé un emoji pouce levé, puis avait écrit « Mathieu est un bon gars, il sait obéir, pas comme ses beaux-pères qui causent des problèmes. Celui-ci se laisse facilement manipuler. » Je me suis senti comme si quelqu'un m'avait jeté un seau d'eau glacée dessus. J'ai continué à faire défiler la conversation et chaque message était pire que le précédent. Mathieu avait écrit « J'ai l'impression de trahir mon père, mais vous avez raison. Il est déjà vieux et la maison est trop grande juste pour lui. C'est mieux qu'elle soit entre nos mains avant qu'il ne fasse une bêtise avec la propriété. » Céline avait répondu « Mon amour, ce n'est pas de la trahison. C'est de la planification intelligente. Ton père sera mieux dans un endroit petit où il n'aura pas à se soucier de l'entretien. On s'occupe de tout, mieux dans un endroit petit. » Il parlait de moi comme si j'étais un meuble qu'il fallait déplacer, comme si mon opinion n'avait pas d'importance, comme si cette maison, qui avait été mon refuge pendant 40 ans, qui m'avait été laissée par ma sœur décédée avec tant d'amour, était quelque chose qu'il pouvait simplement prendre. J'ai continué à lire avec des larmes coulant sur mes joues. Il y avait des messages de plusieurs jours auparavant planifiant ce voyage. Ce n'était pas un week-end dans une maison de vacances avec des amis. C'était un voyage d'une semaine entière à Nice avec toute la famille de Céline. Sophie avait écrit « J'ai déjà réservé l'hôtel, 5 étoiles face à la promenade des Anglais. On va profiter de ces jours comme il se doit. » Après tout, le beau-père de Céline paie tout sans le savoir. Richard avait répondu « Excellent, j'ai aussi fait des réservations dans les meilleurs restaurants. On va vivre comme des rois cette semaine, et que le vieux paie la note. » Mathieu avait envoyé « J'ai utilisé les 3 cartes de mon père. Ensemble, elles ont une limite de près de 100 000 €. Ça devrait suffire pour tout. 100 000 €. Ils avaient prévu de dépenser 100 000 € de mes économies. De l'argent que j'avais mis de côté pendant des années en travaillant jusqu'à ce que mon corps me fasse mal, de l'argent que j'avais économisé pour ma vieillesse, pour les urgences médicales, pour ne pas être un fardeau pour personne, et il le dépensait dans des hôtels de luxe et des restaurants chers pendant qu'il m'appelait « vieux con ». Mais le pire n'était pas encore arrivé. J'ai continué à faire défiler la conversation jusqu'à ce que je trouve des messages d'il y a 2 semaines. Des messages où ils discutaient du vrai plan. Sophie avait écrit un long message. « Céline, j'ai parlé avec notre avocat. Il dit que si Mathieu arrive à faire signer une procuration à son père, on peut commencer le processus de transfert de propriété. Ce ne sera pas immédiat, mais on peut préparer le terrain. Il dit aussi que s'il montre des signes de sénilité ou d'incapacité mentale, le processus est plus rapide. » Céline avait répondu « Mon beau-père est parfaitement lucide, maman. On ne peut pas inventer ça. »
Sophie. Pas besoin d'inventer quoi que ce soit, ma fille. Il suffit de documenter des oublis, des confusions, des comportements erratiques. Tous les vieux ont ces moments. Il suffit de filmer quand ça arrive et de présenter ça comme preuve qu'il ne peut pas gérer ses propres affaires. Richard. Sophie a raison, je connais 3 cas où ça a parfaitement fonctionné. La famille a obtenu le contrôle total des propriétés des personnes âgées en utilisant cette méthode. C'est légal si c'est bien fait. Mathieu. Je ne sais pas si je me sens à l'aise avec ça. Céline. Mon amour, pense à notre avenir, pense aux enfants qu'on va avoir, on a besoin de cette maison, ton père sera mieux pris en charge dans une maison de retraite de toute façon, il ne supporte plus tout cet espace. C'est pour son bien, pour mon propre bien. Il voulait me mettre dans une maison de retraite, voler ma maison et se convaincre que c'était pour mon bien. J'ai senti une colère si profonde que j'ai cru que j'allais exploser. Mais j'ai continué à lire parce que j'avais besoin de tout savoir. J'avais besoin de voir jusqu'où allait cette trahison. Et ce que j'ai trouvé ensuite m'a détruit d'une manière que je n'aurais jamais imaginé possible. Il y avait un message de Céline d'il y a 1 semaine. « Les gars, mon beau-père m'a demandé aujourd'hui s'il pouvait nous accompagner au festival le mois prochain. J'ai dit non, que c'était un événement réservé aux couples. Il avait l'air si triste. J'ai failli rire. » Sophie avait répondu « Très bien, ma fille. Il faut l'isoler socialement. Moins il aura de connexion, plus tout sera facile. » Richard. Exact. Les vieux sans réseau de soutien sont plus faciles à gérer. Mathieu. Parfois j'ai l'impression d'être trop dur avec lui. Hier il m'a demandé de dîner ensemble et j'ai dit que j'étais occupé. Ses yeux se sont remplis de larmes. Céline. Mathieu, ne sois pas mou, ça fait partie du processus. Si tu commences à céder maintenant, on va perdre le moment. Souviens-toi de ce qu'on a dit, distance émotionnelle pour que quand le moment de la transition arrive, ce ne soit pas si difficile pour toi. Distance émotionnelle. Ils avaient planifié de s'éloigner de moi délibérément. Toutes ces fois où Mathieu avait évité mes conversations, où il avait refusé mes invitations à cuisiner ensemble, où il était sorti quand j'entrais dans la pièce, ce n'était pas une coïncidence, ce n'était pas qu'il était occupé. C'était une stratégie froide et calculée pour briser mon cœur petit à petit, pour me faire sentir invisible dans ma propre maison, pour me préparer au jour où il me chasserait de mon propre foyer. Les larmes coulaient si vite que j'avais du mal à voir l'écran. Mais j'ai continué à lire parce que j'avais besoin de tout savoir. J'ai trouvé un autre message de Sophie qui m'a rendu physiquement malade. Pierre est le genre de vieux parfait pour ça. Il n'a pas beaucoup d'amis, il ne sort pas beaucoup. La seule vraie famille était sa sœur et elle est morte. Mathieu est tout ce qu'il a, ça nous donne un avantage total. Richard. En plus, c'est un de ces hommes de la vieille école qui font tout pour leurs enfants. Il ne nous dénoncerait jamais ni ne causerait de problème. Il est trop soumis. Céline. Exactement. C'est pour ça que j'ai bien choisi. Un homme avec un père comme ça était parfait pour ce dont on avait besoin. J'ai bien choisi. Céline avait choisi Mathieu, parce que j'étais vulnérable, parce que j'étais seul, parce que je m'étais tellement sacrifié pour mon fils qu'il savait que je ne l'affronterais jamais. Je me suis effondré sur le lit de Mathieu, avec le téléphone encore dans mes mains tremblantes. Tout mon corps tremblait de façon incontrôlable. Ce n'était pas seulement de la colère que je ressentais, c'était quelque chose de beaucoup plus profond et douloureux. C'était la sensation d'avoir été complètement détruit par les seules personnes en qui j'avais confiance, par le fils à qui j'avais tout donné, absolument tout. J'ai fermé les yeux, essayant de traiter ce que je venais de lire. Mais les mots continuaient à résonner dans ma tête comme des coups. Vieux con, trop soumis, j'ai bien choisi, facile à gérer. Chaque phrase était un couteau planté plus profondément dans ma poitrine. Je suis resté là allongé pendant combien de temps? Peut-être des minutes, peut-être des heures. Le soleil commençait à se coucher quand je me suis finalement levé. Je devais continuer à lire. Je devais tout savoir avant qu'ils ne reviennent, avant qu'ils ne puissent effacer des preuves ou changer leur plan. J'avais besoin de connaître chaque détail de cette trahison pour pouvoir me protéger. Je suis retourné au téléphone et j'ai cherché des conversations plus anciennes.
J'ai trouvé le moment exact où tout a commencé. Il y a 8 mois, Céline avait initié une conversation avec ses parents. Maman, papa, j'ai eu une idée. La maison de mon beau-père vaut au moins 2 millions d'euros selon l'évaluation municipale. Elle est dans un quartier qui se valorise beaucoup. Si on arrive à la mettre à notre nom, on pourrait la vendre dans 2 ans et gagner beaucoup d'argent, ou rester et louer notre partie pendant qu'on y vit. Sophie avait répondu immédiatement. « J'aime ta façon de penser, ma fille. Mais il faut être subtil, rien de pressions évidentes. Ça doit ressembler à une transition naturelle. » Richard avait ajouté « Je connais un avocat qui est spécialiste de ces choses. Transfert de propriété de personnes âgées vers des membres de la famille. Il travaille sur des cas où les vieux sont empêchés de gérer leurs biens. Il peut nous guider. » Céline. « Parfait, papa. Je vais commencer à travailler Mathieu. Il est le maillon faible. Si j'arrive à le convaincre que c'est mieux pour son père, tout sera plus facile. » Travailler Mathieu. Mon fils n'avait pas été l'instigateur de tout ça. Il avait été victime de manipulation, mais ça ne l'excusait pas parce qu'il avait choisi de continuer. Il avait choisi de me trahir en sachant que c'était mal. J'ai trouvé la conversation où Céline a présenté l'idée à Mathieu. C'était il y a 6 mois. « Mon amour, je dois te parler de quelque chose d'important. Ton père vieillit et cette maison est beaucoup de responsabilités pour lui. Je pensais qu'on devrait peut-être envisager de l'aider à déménager dans un endroit plus petit et plus facile à gérer. On pourrait garder la maison et mieux s'en occuper. » Mathieu avait répondu « Je ne sais pas, Céline. Cette maison signifie beaucoup pour mon père. C'est tante Cécile qui la lui a laissée. Elles étaient très unies. Céline, exactement pour ça, mon amour. C'est trop de douleur pour lui. Chaque coin lui rappelle sa sœur morte. Il serait mieux dans un endroit nouveau où il pourrait recommencer. En plus, pense à notre avenir. Pense au bébé qu'on veut avoir. On a besoin d'espace. On a besoin de stabilité. Ton père comprendrait si tu lui expliquais bien. » Et c'est ainsi que ça avait commencé, avec des mensonges déguisés en préoccupation, avec de la manipulation emballée dans des mots doux sur mon bien-être. Mathieu avait résisté au début. Il y avait des messages où il exprimait des doutes, où il disait qu'il ne se sentait pas bien avec l'idée. Mais Céline était persistante et ses parents le bombardaient d'arguments. Petit à petit, ils ont miné sa résistance jusqu'à ce que finalement Mathieu cède. J'ai vu ça se produire dans ces messages. J'ai vu comment mon fils a été transformé en complice de ma destruction, message après message. Mais il y avait quelque chose d'autre qui m'a complètement détruit. J'ai trouvé une conversation où il parlait spécifiquement de ma sœur Cécile. Sophie avait écrit « Le fait que la sœur ait laissé la maison directement à Pierre et non à Mathieu est un problème. Ça signifie qu'elle voulait le protéger de quelque chose. On va devoir être très prudent. » Richard. Ou peut-être que la sœur était juste une vieille idiote aussi et n'a pas pensé aux implications légales. Céline. Mon beau-père a dit que sa sœur lui a fait promettre de ne jamais vendre la maison, que c'était pour qu'il ait toujours un foyer sûr. Mathieu. Oui, ma tante Cécile l'a fait jurer ça sur son lit de mort. Mon père a pleuré pendant des mois après sa mort. Céline. Bon, les promesses aux morts ne sont pas des contrats légaux. Une fois que la maison sera à notre nom, on pourra faire ce qu'on veut. On pourra faire ce qu'on veut. Il parlait de briser la promesse sacrée que j'avais faite à ma sœur mourante, comme si ce n'était rien, comme si le dernier souhait de Cécile était un inconvénient mineur qu'il pouvait ignorer. Ma sœur avait travaillé toute sa vie pour acheter cette maison. Elle ne s'était jamais mariée, n'avait jamais eu d'enfant. Elle me l'avait laissée parce qu'elle savait combien j'avais souffert après être devenu veuf, parce qu'elle voulait garantir que j'aurais toujours un toit. Et ces gens voulaient détruire ce cadeau d'amour comme si c'était des ordures. J'ai continué à lire et j'ai trouvé les plans détaillés. Ils avaient divisé le processus en phases. Phase 1, isolement émotionnel pour que je dépende plus de Mathieu. Phase 2,
Documenter tout oubli ou confusion de ma part comme preuve d'incapacité mentale. Phase 3. Me convaincre de signer une procuration sous prétexte de m'aider avec les finances. Phase 4. Utiliser cette procuration pour transférer la propriété. Phase 5. Me convaincre de déménager dans une maison de retraite ou un petit appartement. Et s'ils résistaient, ils avaient un plan B. Sophie l'avait décrit froidement. Si Pierre refuse de coopérer, on peut utiliser la preuve d'incapacité mentale pour initier un processus de mise sous tutelle. L'avocat dit qu'avec de bons témoignages et de la documentation, on peut obtenir qu'un juge lui retire la capacité légale de gérer ses propriétés. Alors Mathieu, en tant que fils unique, devient automatiquement le tuteur légal et peut prendre des décisions pour lui. Mise sous tutelle. Il voulait me déclarer mentalement incapable pour tout me voler. Moi qui lisais encore 3 livres par mois. Moi qui gérais tous mes comptes sans problème. Moi qui n'avais jamais oublié un rendez-vous médical. Il voulait inventer une démence qui n'existait pas pour justifier le vol. Il y avait plus de preuves dans ce téléphone. Des captures d'écran de propriété à vendre que Céline avait gardées, des maisons de luxe qu'il prévoyait d'acheter avec l'argent de la vente de ma maison. Il y avait des messages parlant de comment il décorerait mon foyer après que je ne sois plus là. Céline avait écrit « Je vais jeter tous ces vieux meubles de pierre. Ce style démodé me donne la nausée. On va faire une rénovation complète, moderne, minimaliste, élégante. Sophie, tu peux donner ces affaires à une association caritative ou les jeter. Les vieux accumulent tellement de bazar sans vraie valeur sentimentale. » Richard, l'important, c'est qu'on agisse avant qu'il ne se repente ou ne cause des problèmes. Mathieu, il ne causera pas de problème, fais-moi confiance. Je connais mon père, il est très docile. Docile? Mon fils pensait que j'étais docile. Et peut-être avait-il raison. J'avais été docile toute ma vie. J'avais accepté les mauvais traitements, l'indifférence, l'abus financier. Tout sans me plaindre, parce que je croyais que c'était comme ça qu'on aimait. Je croyais que se sacrifier en silence était ce que les bons pères faisaient. Mais en lisant ces messages, quelque chose en moi s'est brisé. Ou peut-être s'est remis en place. Peut-être que pour la première fois de ma vie, quelque chose s'est mis à la bonne place. J'ai pris des captures d'écran de tout. Chaque conversation, chaque plan, chaque insulte. Mon téléphone s'est rempli de preuves. Des centaines d'images qui documentaient la plus grande trahison que j'avais jamais vécue. Quand j'ai terminé, il était presque 22 heures. J'avais passé des heures à lire, pleurer, trembler de rage. Je me suis levé du lit de Mathieu et j'ai laissé son téléphone exactement où je l'avais trouvé, branché sur le chargeur. Je suis sorti de cette chambre et j'ai fermé la porte. J'ai marché jusqu'à la cuisine comme un automate et j'ai préparé un thé. Mes mains tremblaient encore tellement que j'ai renversé de l'eau chaude sur le plan de travail. Mais ça n'avait pas d'importance. Rien n'avait d'importance, sauf une chose, une vérité qui venait de se cristalliser dans mon esprit avec une clarté brutale. Je ne pouvais pas rester ici. Je ne pouvais pas continuer à être la victime docile qu'ils attendaient. Je ne pouvais pas attendre qu'ils exécutent le plan et me laissent sans rien. Je devais agir en premier, je devais me protéger, et je devais le faire d'une manière qu'ils ne pourraient jamais prévoir. Parce que si j'avais appris quelque chose dans ces heures, à lire leur conspiration, c'était qu'ils me sous-estimaient complètement. Ils pensaient que j'étais faible, ils pensaient que j'étais con, ils pensaient que je n'aurais jamais le courage de me défendre. Et c'était leur plus grande erreur. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté assis dans le salon, dans le noir, regardant les murs de cette maison qui avait été mon refuge pendant tant d'années. Chaque coin avait un souvenir. Là, sur ce canapé, Cécile et moi avions pris le café 1000 fois pendant qu'elle me racontait sa journée. Là, à cette table, j'avais aidé Mathieu avec ses devoirs de maths quand il était enfant. Là, près de cette fenêtre, j'étais resté d'innombrables matins à regarder le jardin que j'avais planté de mes propres mains. Cette maison était plus que des murs et un toit. C'était mon histoire. C'était ma sœur vivante dans chaque pièce. C'était la sueur de son travail, l'amour de son sacrifice.
et il voulait me l'arracher comme si je n'avais pas le droit à ma propre vie. Mais pendant que la colère grandissait, quelque chose d'autre grandissait aussi. Une détermination froide et calculatrice que je n'avais jamais ressentie auparavant. S'il pouvait planifier en secret, moi aussi. S'il pouvait conspirer, moi aussi. S'il pouvait être impitoyable, alors j'apprendrais à l'être. Parce que parfois, pour survivre, il faut se transformer en quelque chose qu'on n'aurait jamais pensé devenir. Le dimanche matin s'est levé, et je me suis réveillé sur le canapé, avec le corps douloureux et l'esprit plus clair que jamais. Ce n'était pas un rêve. Tout ce que j'avais lu était réel. Mon fils et sa femme étaient à Nice, dépensant mon argent pendant qu'ils planifiaient de voler ma maison. Et j'avais une semaine avant qu'ils ne reviennent. Une semaine pour changer le cours de cette histoire. Une semaine pour cesser d'être la victime et me transformer en quelque chose qu'ils n'attendraient jamais. Je me suis levé, j'ai pris une douche, je me suis habillé avec soin. J'avais besoin de penser clairement. J'avais besoin d'un plan. Mais d'abord, j'avais besoin d'aide. Je ne pouvais pas faire ça seul. J'avais besoin de quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance. Quelqu'un qui ne me jugerait pas. Quelqu'un qui comprendrait. Et il n'y avait qu'une seule personne qui remplissait ces conditions. Jean-Pierre, mon voisin de longue date, l'homme qui était resté à mes côtés quand Cécile est morte, le seul vrai ami qu'il me restait. J'ai pris mon téléphone et je lui ai écrit « Jean-Pierre, j'ai besoin de te parler de toute urgence. Tu peux venir chez moi ce matin? C'est important. » Il a répondu en 5 minutes. « J'arrive dans une demi-heure. Tu vas bien ?» J'ai écrit « Non, mais je vais aller bien. » Quand Jean-Pierre est arrivé, il m'a trouvé assis à la table de la salle à manger avec mon ordinateur portable ouvert et toutes les captures d'écran organisées dans des dossiers. Il est entré avec ce visage inquiet que seuls les vrais amis ont. « Pierre, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air terrible. » J'ai servi un café et sans rien dire, j'ai passé mon téléphone. « Lis ça ?» j'ai dit d'une voix tremblante. « Je veux que tu lises tout avant qu'on parle. » Jean-Pierre a pris le téléphone et a commencé à lire. Je voyais son expression changer à chaque capture d'écran. Surprise, incrédulité, horreur, colère. Quand il a terminé, presque une demi-heure plus tard, il avait des larmes dans les yeux. « Pierre, c'est monstrueux. Comment peuvent-ils te faire ça? Mathieu est ton fils. » J'ai senti mes propres larmes revenir. Je sais, et j'ai besoin de ton aide. Je dois partir d'ici avant qu'ils ne reviennent. Je dois me protéger. Mais je ne sais pas comment. Je ne sais pas par où commencer. Jean-Pierre s'est levé, a contourné la table et m'a serré fort dans ses bras. On va régler ça, je te le promets. Mais d'abord, on doit penser la tête froide. On a besoin d'un avocat. On doit tout documenter et on doit agir vite. On a passé tout le dimanche à planifier. Jean-Pierre a appelé des contacts qu'il avait. Un avocat qui était ami du beau-frère, un agent immobilier qui avait aidé sa sœur, une comptable qui pouvait réviser mes finances. Pour le lundi matin, j'avais des rendez-vous avec les 3. La première réunion était avec l'avocat. Il s'appelait Maître Dubois et il avait un petit cabinet bien rangé dans le centre-ville. J'ai montré toutes les captures d'écran. J'ai expliqué toute la situation. Il a écouté sans m'interrompre, prenant des notes de temps en temps. Quand j'ai terminé, il s'est adossé à sa chaise et a soupiré. « Monsieur Moreau, ce que votre famille planifie est une fraude, c'est de l'abus financier. Et potentiellement, s'ils arrivent à falsifier des documents ou votre signature, ce serait un crime grave. Vous avez des preuves solides ici, vous pourriez les dénoncer pénalement. » Mais il a fait une pause. Ça prendrait du temps. Des mois, peut-être des années de procédure judiciaire. Et pendant ce temps, il pourrait continuer à vivre dans votre maison, à vous faire pression, à rendre votre vie impossible. « Alors que puis-je faire ?» j'ai demandé désespéré. Maître Dubois s'est penché en avant. « Vous pouvez vous protéger de façon plus efficace. Vous pouvez vendre le bien maintenant, cette semaine. La maison est à votre nom, uniquement. Vous n'avez besoin de la permission de personne, et une fois vendu, il n'y a rien qu'il puisse voler. L'idée m'a frappé comme un éclair. Vendre la maison, ma maison, le cadeau de Cécile, l'endroit où j'avais construit tant de souvenirs.
Mais qu'étaient des souvenirs comparés à ma dignité? Qu'était une maison comparée à ma liberté? Ma sœur m'avait donné cet endroit pour me protéger, pour me donner la sécurité, et le garder maintenant signifierait perdre cette sécurité, signifierait rester prisonnier, attendant qu'ils me prennent tout. Non, j'ai décidé à ce moment-là. Je ne vais pas laisser ça arriver. Si je dois vendre, je vends. Si je dois partir, je pars. Mais ce sera à mes conditions, pas aux leurs. Maître Dubois a acquiescé en signe d'approbation. C'est la bonne décision. Et j'ai une autre recommandation. Vous devez annuler ces cartes bancaires immédiatement, déclarer-les perdues ou volées. Ainsi, les dépenses qu'ils font maintenant seront interrompues. En plus, vous devriez envisager de déposer une plainte pour fraude. Votre fils a utilisé vos cartes sans permission pour des dépenses non autorisées. C'est un crime. J'ai senti un nœud dans mon estomac. Dénoncer Mathieu, mon fils. Mais ensuite, je me suis souvenu de ces mots dans ces messages. Mon père est docile, il ne causera pas de problème. Et quelque chose en moi s'est durci. D'accord, je déposerai la plainte. Je suis sorti du cabinet de Maître Dubois avec une liste d'actions à suivre. Premièrement, appeler la banque et annuler les cartes. Deuxièmement, rencontrer l'agent immobilier pour commencer le processus de vente. Troisièmement, commencer à emballer mes affaires essentielles. Quatrièmement, chercher un endroit où déménager. Tout devait se passer dans les 6 prochains jours, avant que Mathieu et Céline ne reviennent. Jean-Pierre m'a accompagné à la banque. La conseillère qui nous a reçus s'est montrée compréhensive quand j'ai expliqué la situation. « Monsieur Moreau, je vois ici que vos cartes ont eu une activité inhabituelle ces derniers jours. Des dépenses à Nice pour un total de... » Elle a sifflé doucement. 92 000 € jusqu'à maintenant. Hôtel de luxe, restaurant, boutique de vêtements. Ça ne correspond définitivement pas à votre schéma de dépenses habituelles. 92 000 € en 3 jours. J'ai senti que j'allais m'évanouir, et ils avaient encore 4 jours de voyage. La conseillère a continué. Je vais annuler les 3 cartes immédiatement et on va contester toutes ces dépenses comme non autorisées. Je vais aussi bloquer votre compte pour que seul vous puissiez faire des mouvements. Vous devrez venir personnellement pour toute transaction importante. C'est pour votre sécurité. Cet après-midi-là, j'ai rencontré l'agent immobilier. Elle s'appelait Patricia, une femme d'environ 50 ans avec un sourire professionnel mais authentique. J'ai besoin de vendre ma maison rapidement. J'ai dit directement. Très vite, en moins d'1 semaine, si possible. Elle a cligné des yeux, surprise. Monsieur Moreau, les ventes immobilières prennent normalement des semaines, parfois des mois. Il y a des inspections, des évaluations, des négociations. Je comprends votre urgence, mais 1 semaine et... Je l'ai interrompu. Je suis prêt à vendre en dessous du prix du marché. 30-40% de moins, si nécessaire. J'ai juste besoin que la transaction soit conclue rapidement et que l'argent soit sur mon compte avant mercredi prochain. Patricia m'a regardé avec un mélange d'inquiétude et de curiosité. Ça a à voir avec des problèmes familiaux, n'est-ce pas? J'ai acquiescé sans donner de détails. Elle a soupiré. D'accord. Laissez-moi passer quelques coups de fil. J'ai des investisseurs qui achètent des biens rapidement avec de l'argent liquide. Ils ne donneront pas le prix total, mais ils peuvent conclure en quelques jours si le bien est légalement propre. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Le mardi après-midi, j'avais déjà 3 propositions sur la table. Patricia avait travaillé vite, contactant des investisseurs qu'elle connaissait. La meilleure offre était de 1 400 000 € comptant. Ma maison valait au moins 2 millions d'euros selon l'évaluation récente. Mais je m'en fichais. Il ne s'agissait pas d'argent. Il s'agissait de liberté. Il s'agissait d'arracher de leurs mains ce qu'ils pensaient déjà leur appartenir. J'ai accepté l'offre immédiatement. L'acheteur était un investisseur qui voulait le bien pour le rénover et le revendre. Il n'a pas posé de questions. Il voulait juste conclure rapidement. Patricia a tout organisé pour jeudi. Signature, transfert de fonds, remise des clés, tout en 1 jour. Il ne restait que 2 jours avant que Mathieu et Céline ne reviennent. 2 jours pour démanteler la vie que j'avais construite là. 2 jours pour disparaître. Mais je ne me sentais pas triste.
Je me sentais puissant. Pour la première fois en des années, je prenais le contrôle de ma propre vie. Pendant ce temps, j'ai continué à surveiller le vieux téléphone portable de Mathieu. Il n'avait aucune idée que je savais tout. Il continuait à envoyer des messages au groupe familial, partageant des photos de leurs vacances luxueuses. Céline posant sur la plage dans une robe chère, Mathieu dans un restaurant élégant tenant une coupe de vin, Sophie et Richard trinquant sur le balcon de leur suite avec vue sur la mer, tous souriants, tous heureux, tous dépensant mon argent comme si c'était le leur. Chaque photo me mettait en rage, mais me donnait aussi plus de détermination. Ils avaient sous-estimé le vieux con, et ça serait leur perte. Dans le groupe, ils continuaient à parler de leur plan. Céline avait écrit « Quand on reviendra, on doit commencer la phase 2. Il faut que Mathieu filme son père dans des moments de confusion, même si ce sont de petites choses. Ne pas se souvenir où il a laissé ses clés, oublier une date, n'importe quoi qu'on puisse utiliser. » Sophie a répondu « Exact. Et ça doit être des vidéos naturelles qui n'ont pas l'air montées. On doit construire un dossier solide. » Mathieu a écrit « Je me sens toujours mal avec ça. » Céline a répondu rapidement « Mon amour, on en a déjà parlé. C'est pour notre bien, pour notre avenir. Ton père sera mieux pris en charge, je te le promets. » Mensonge sur mensonge. Mais je n'étais plus là pour être leur victime. Le mercredi, j'ai commencé à emballer. Pas tout, juste l'essentiel. Vêtements, documents importants, photos de Cécile, quelques objets ayant une valeur sentimentale. Jean-Pierre m'a aidé. On a travaillé en silence la plupart du temps, interrompu seulement par mes larmes occasionnelles quand je trouvais quelque chose qui me ramenait des souvenirs. Une photo de Mathieu bébé, un collier que Cécile m'avait offert, le tablier que ma défunte femme utilisait quand elle faisait des barbecues le dimanche. Chaque objet était un morceau de ma vie que je laissais derrière, mais je devais le faire. Il n'y avait pas d'autre option. Jean-Pierre m'a serré dans ses bras quand il m'a vu pleurer sur une boîte de photos. « Tu vas t'en sortir, Pierre. Ce n'est pas une fin. C'est un début, un meilleur début, où personne ne te fera de mal. » Je voulais le croire. J'avais besoin de le croire. Pendant que j'emballais, j'ai aussi fait d'autres choses importantes. J'ai appelé la banque et j'ai transféré tout mon argent vers un nouveau compte dans une autre région, un compte que moi seul connaissais. J'ai annulé tous les services à mon nom dans cette maison. Électricité, eau, gaz, Internet, tout. J'ai programmé les annulations pour vendredi. Je voulais que, quand Mathieu et Céline arrivent mercredi soir, ils trouvent une maison vide, sombre et sans rien. Je voulais qu'ils trouvent exactement ce qu'ils méritaient, rien. J'ai aussi préparé quelque chose de spécial. Avec l'aide de Maître Dubois, j'ai rédigé une lettre qui expliquait tout, qui leur montrait que je savais chaque détail du plan, qui leur faisait comprendre qu'ils avaient perdu. La lettre était dure, directe, sans place pour les malentendus. Elle commençait ainsi. « Mathieu et Céline, quand vous lirez ceci, j'aurai déjà disparu de vos vies. La maison que vous aviez prévu de me voler a déjà été vendue. L'argent que vous pensiez hériter est protégé dans des comptes que vous ne pourrez jamais toucher. Les cartes bancaires que vous avez utilisées pour votre voyage de luxe sans ma permission ont été signalées comme fraude. Chaque dépense que vous avez faite est contestée et il y a une enquête criminelle en cours. Je sais tout. J'ai lu chaque message. J'ai vu chaque plan, je connais chaque insulte que vous avez dite sur moi. Vieux, con, docile, facile à gérer. Vous pensiez que j'étais si faible que je ne me défendrais jamais. Vous vous êtes trompé. La lettre continuait sur 2 pages de plus, détaillant chaque trahison, chaque mensonge, chaque moment où ils avaient montré leur vrai caractère. Et elle se terminait par ceci. « Mathieu, je t'ai donné la vie. Je t'ai élevé seul après la mort de ta mère. J'ai travaillé jusqu'à ce que mon corps me fasse mal pour payer tes études universitaires. J'ai ouvert les portes de ma maison quand tu t'es marié. Et tu as payé tout ça en planifiant de me mettre dans une maison de retraite pendant que tu volais le dernier cadeau que ma sœur m'a laissé. Céline, je t'ai accueilli dans ma famille à bras ouverts. Je ne t'ai jamais fait te sentir inférieur. Je ne t'ai jamais maltraité. Et tu m'as appelé vieux inutile
et tu as conspiré pour me détruire. À vous deux, je dis ceci. Je ne vais pas vous dénoncer pénalement, même si je le pourrais. Je ne vais pas vous exposer publiquement, même si je le devrais. Je vais simplement faire ce que j'aurais dû faire il y a longtemps, disparaître de vos vies, parce que j'ai finalement compris que vous ne m'avez jamais aimé. Vous avez seulement aimé ce que vous pouviez me prendre. N'essayez pas de me chercher. N'essayez pas de me contacter. Pour moi, vous avez cessé d'exister le jour où vous avez décidé de me trahir. Que vous ayez la vie que vous méritez. Pierre. Maître Dubois m'a aidé à programmer l'envoi de la lettre. Elle arriverait par courrier recommandé exactement jeudi après-midi, un jour après ma disparition, un jour avant leur retour. J'ai eu un autre détail à ajouter au plan. J'ai copié toutes les captures d'écran des conversations et je les ai sauvegardées sur une clé USB. Cette clé, je l'ai laissée avec Maître Dubois avec des instructions spécifiques. Si Mathieu ou Céline essaient de me chercher légalement, s'ils essaient de causer des problèmes, s'ils disent des mensonges sur moi, vous avez la permission d'utiliser ces preuves. Vous pouvez les remettre aux autorités, vous pouvez les montrer à qui il faut. Je veux qu'ils sachent que même si je ne vais pas les attaquer, je ne les laisserai pas non plus m'attaquer. Le maître Dubois a rangé la clé USB dans le coffre-fort. Monsieur Moreau, vous avez tout fait correctement. Vous vous êtes protégé légalement et émotionnellement. Maintenant, il ne reste plus qu'à vous protéger physiquement. Où allez-vous? J'avais déjà la réponse. Mon cousin Bernard vivait dans une autre région. On avait été proches dans l'enfance, mais on avait perdu contact avec les années. Je l'avais appelé 2 jours avant, expliquant vaguement ma situation. Il n'a pas posé de questions. Il a juste dit « Viens, reste le temps qu'il faut. Ma maison est ta maison. » Le jeudi est arrivé, le jour de la signature. Patricia est venue me chercher tôt le matin. On est allé chez le notaire où l'acheteur attendait déjà. C'était un homme d'affaires d'environ 40 ans, poli et efficace. On a signé des papiers pendant 1 heure. Chaque signature était un pas de plus vers ma liberté. Quand on a terminé, le notaire m'a remis un chèque de banque de 400 000 €. Je l'ai regardé, ressentant un mélange de soulagement et de tristesse. Ce bout de papier représentait 40 ans de ma vie dans cette maison. Mais il représentait aussi mon salut. Je suis allé directement à la banque et j'ai déposé le chèque. La conseillère a traité la transaction immédiatement. Les fonds seront disponibles dans 24 heures, m'a-t-elle dit. Parfait. Quand Mathieu et Céline reviendraient, l'argent serait déjà en sécurité sur mon nouveau compte, dans une autre région, inaccessible pour eux, protégé, à moi. Je suis retourné à la maison pour la dernière fois cet après-midi-là. Les nouveaux propriétaires prendraient possession vendredi matin. J'avais cette nuit pour faire mes adieux. J'ai marché dans chaque pièce vide. Mes pas résonnaient dans le silence. Il n'y avait plus de meubles, plus de tableaux au mur, plus rien qui disait que Pierre Moreau avait vécu là pendant des décennies. Je me suis arrêté au centre du salon vide et j'ai fermé les yeux. Je pouvais voir Cécile assise dans son fauteuil préféré, celui que j'avais vendu avec tout le reste. Je pouvais entendre son rire quand elle me racontait des histoires de son travail. Je pouvais sentir son étreinte le jour où elle m'avait donné les clés de cette maison, disant « Frère, c'est à toi pour toujours. Personne ne peut te l'enlever jamais. » Je n'aurais jamais pensé que celui qui essaierait de l'enlever serait mon propre fils. J'ai ouvert les yeux et les larmes coulaient librement sur mes joues. « Pardonne-moi, Cécile. Je sais que j'ai promis de ne jamais vendre cette maison, mais rester signifierait la perdre de toute façon. Au moins, comme ça, c'est moi qui ai pris la décision. C'est moi qui ai eu le contrôle. J'espère que là où tu es, tu peux comprendre. J'espère que tu sais que j'ai fait la seule chose que je pouvais faire pour survivre. Je suis resté là debout, jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Puis j'ai fermé la porte pour la dernière fois et j'ai donné les clés à Patricia, qui les remettrait au nouveau propriétaire le matin. Je ne suis jamais retourné dans cette maison. Cette nuit-là, j'ai dormi chez Jean-Pierre. Il avait insisté pour que je ne passe pas ma dernière nuit seul. Il avait préparé un dîner simple et on s'est assis pour manger en silence. « Pierre, m'a-t-il finalement dit, je sais que ça fait mal. Je sais que tu as l'impression de tout perdre. Mais je veux que tu saches quelque chose. Ce que tu fais est courageux.
La plupart des gens dans ta situation se laisseraient maltraiter parce qu'ils ont peur d'être seuls. Tu as choisi ta dignité, ce n'est pas de la lâcheté, c'est la chose la plus courageuse que j'ai jamais vue. Ces mots m'ont réconforté, mais je ressentais toujours ce vide dans ma poitrine, cette sensation d'avoir perdu mon fils. Parce que c'était ce qui faisait le plus mal, pas la maison, pas l'argent, c'était de savoir que Mathieu m'avait trahi, que le garçon que j'avais élevé, que j'avais aimé de tout mon être, s'était transformé en un étranger capable de me blesser de la façon la plus profonde. « Jean-Pierre », j'ai demandé d'une voix étranglée, « à quel moment l'ai-je perdu? À quel moment mon fils a-t-il cessé de m'aimer ?» Il a soupiré et a pris ma main. « Je ne sais pas, Pierre. Peut-être qu'il n'a jamais cessé de t'aimer. Peut-être qu'il a juste cessé de te donner la priorité. Peut-être que Céline l'a changé. Ou peut-être, et pardonne-moi de dire ça, peut-être qu'il a toujours été égoïste et tu n'as jamais voulu le voir. Les enfants ne sont pas toujours ce qu'on veut qu'ils soient. Parfois, ils sont exactement ce qu'on ne veut pas voir. » Ces mots m'ont blessé parce qu'ils sonnaient comme la vérité. Il y avait eu des signes, des années de signes que j'avais ignorés. Mathieu avait toujours été un peu égoïste, un peu inconsidéré. Mais je l'avais justifié. Il est jeune, me disais-je. Il va mûrir, il va apprendre, mais il n'a jamais mûri. Il a juste appris à mieux cacher sa vraie nature, jusqu'à ce qu'il rencontre Céline et trouve quelqu'un qui l'encourageait à être la pire version de lui-même. Le vendredi matin, Jean-Pierre m'a conduit à la gare routière. J'avais décidé de ne pas prendre l'avion. Je ne voulais pas laisser de traces faciles à suivre. Le car était plus lent, mais plus anonyme. Mon cousin Bernard m'attendait dans une autre région. Le voyage durerait 2 jours, avec plusieurs arrêts. 2 jours pour mettre de la distance entre ma vie antérieure et ma nouvelle réalité. Pendant que j'attendais à la station, j'ai reçu un message de Maître Dubois. « Pierre, je viens de recevoir la confirmation. La lettre a été livrée à votre ancienne adresse. Les nouveaux propriétaires l'ont reçue et l'ont gardée pour quand quelqu'un demandera après vous. Je veux aussi vous informer que la banque a formellement traité la contestation des dépenses sur les cartes. Mathieu recevra la notification de l'enquête pour fraude dans les prochains jours. Vous avez tout fait correctement. Maintenant, partez tranquille. » J'ai répondu « Merci pour tout, Maître Dubois. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans votre aide. » Il a répondu « Vous avez protégé votre avenir. C'est ce que vous avez fait. Prenez bien soin de vous. » J'ai rangé le téléphone et j'ai regardé autour de moi à la gare routière. Des gens allant et venant, chacun avec ses propres histoires, ses propres douleurs, ses propres batailles. Et j'étais un de plus, un homme de 68 ans recommençant. C'était effrayant et libérateur en même temps. Jean-Pierre m'a serré fort dans ses bras avant que je monte dans le car. « Tu vas t'en sortir, je le sais, tu es plus fort qu'ils ne l'ont jamais imaginé. » J'ai rendu l'étreinte de toutes mes forces. « Merci pour tout, pour avoir cru en moi, pour m'avoir aidé, pour être le seul vrai ami que j'ai eu. » Il avait des larmes dans les yeux. « Tiens-moi informé, je veux savoir que tu es bien arrivé, que tu es en sécurité. Je te le promets. » Je suis monté dans le car et j'ai cherché ma place près de la fenêtre. Pendant que le véhicule partait et que la ville commençait à s'éloigner, j'ai pensé à Mathieu et Céline. À ce moment-là, ils profitaient de leur dernier jour à Nice, dépensant les derniers euros de mes cartes avant qu'elles ne soient annulées, prenant des photos pour se montrer sur les réseaux sociaux, planifiant comment ils continueraient leur combine à leur retour. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Ils n'avaient aucune idée que leur victime avait disparu, que leur plan s'était effondré, que le vieux con s'était révélé beaucoup plus intelligent qu'il ne le pensait. Et ça me donnait une satisfaction sombre, mais réelle. Ce n'était pas exactement de la vengeance, c'était de la justice, c'était de l'autoprotection, c'était de la survie. Le car a traversé des paysages que je n'avais jamais vus, des champs ouverts, de petites villes, des montagnes au loin. Chaque kilomètre m'éloignait plus de ma vie antérieure. Chaque heure qui passait me rapprochait de ma nouvelle réalité. J'ai beaucoup pensé pendant ce voyage. Pensé à toutes les fois où j'avais avalé ma fierté, toutes les fois où j'avais accepté le mauvais traitement.
parce que j'avais peur d'être seul. Toutes les fois où j'avais donné la priorité au bonheur de Mathieu au détriment du mien. Et j'ai réalisé quelque chose. Ce n'était pas de l'amour, c'était de la peur. Peur que si je ne me sacrifiais pas constamment, si je ne me faisais pas petit, si je n'acceptais pas les miettes d'affection qu'on me donnait, je resterais complètement seul. Mais maintenant, j'étais seul de toute façon, et étrangement, ça ne semblait pas aussi terrible que je l'avais imaginé. Ça ressemblait à respirer après avoir été submergé trop longtemps. Je suis arrivé à destination le dimanche après-midi. Mon cousin Bernard, que je n'avais pas vu depuis presque 15 ans, m'attendait à la gare routière. Il m'a reconnu immédiatement malgré le temps. « Pierre », a-t-il dit en me serrant dans ses bras, « bienvenue. C'est ta maison maintenant pour le temps qu'il faudra. » Son appartement était petit mais accueillant. Il m'a montré la chambre d'amis qu'il avait préparée pour moi. Ce n'est pas grand-chose, s'est-il excusé. Mais c'est confortable, et c'est à toi. J'ai pleuré quand j'ai vu le lit avec des draps propres, les serviettes pliées sur la commode, les fleurs fraîches sur la table de chevet. J'ai pleuré parce que quelqu'un s'était soucié de me faire sentir bienvenu. Quelqu'un qui ne me connaissait pas vraiment, qui ne me devait rien, avait fait plus pour moi en un jour que mon propre fils en des années. Ce soir-là, pendant que je déballais mes quelques affaires, j'ai reçu un message d'une voisine de mon ancienne maison. « Pierre, je ne sais pas si tu devrais savoir ça, mais Mathieu et Céline sont arrivés il y a 1 heure. C'était le chaos. Ils criaient, pleuraient, appelaient la police. Les nouveaux propriétaires ont montré les papiers de la vente. Mathieu a essayé de forcer l'entrée et a failli être arrêté. Céline hurlait que c'était impossible, que tu ne pouvais pas avoir fait ça. Finalement, ils sont partis. J'ai entendu Mathieu dire qu'ils allèrent te chercher. Je pensais que tu devrais le savoir. » « Merci, j'ai répondu. Je suis déjà loin, je suis déjà en sécurité. » J'ai bloqué le numéro de Mathieu cette nuit-là, et celui de Céline. Je ne voulais pas entendre leurs excuses, leurs cris, leurs menaces. Je n'avais pas besoin de ce poison dans ma nouvelle vie. Les jours suivants ont été étranges. Je me réveillais le matin sans savoir où j'étais pendant quelques secondes. Puis la réalité revenait. J'étais dans une autre ville, dans une autre vie. Loin de Mathieu, loin de Céline, loin de tout ce que j'avais connu. Mon cousin me donnait de l'espace, mais aussi de la compagnie. Il ne posait pas de questions invasives. Il me laissait juste être. Le matin, on prenait le café ensemble et il partait travailler. Je passais les journées à marcher dans le quartier, à découvrir les rues, à chercher de petits endroits pour prendre un café, essayant de construire une nouvelle routine, essayant de guérir. Mais les blessures ne guérissent pas vite, surtout celles causées par les personnes qu'on aime le plus. Chaque soir, je vérifiais mon téléphone en attendant quelque chose. Je ne savais pas quoi. Peut-être des excuses de Mathieu, peut-être un message disant qu'il était désolé, qu'il avait commis une erreur, qu'il m'aimait encore. Mais rien n'arrivait, juste le silence. Et ce silence faisait plus mal que n'importe quelle insulte. 1 semaine après mon arrivée, Maître Dubois m'a appelé. « Pierre, je dois vous informer de certains développements. Mathieu a essayé de déposer une plainte contre vous pour vente frauduleuse de propriété. Il a prétendu que vous étiez mentalement incapable et que la vente devrait être annulée. » Mon cœur s'est arrêté. Et qu'est-ce qui s'est passé? Maître Dubois a ri amèrement. Le juge a examiné les documents, a vu que vous aviez passé des évaluations médicales récentes dans le cadre du processus de vente, a vu qu'un notaire avait certifié votre capacité mentale, a vu que vous aviez agi avec un avocat présent. Et ensuite, il a vu les preuves que j'ai présentées des conversations où il planifiait de vous déclarer incapable faussement. L'affaire a été classée en quelques minutes. En plus, le juge a averti Mathieu que déposer des plaintes mensongères pourrait résulter en accusation contre lui. J'ai senti un soulagement si grand que j'ai failli m'évanouir. Donc ils ne peuvent rien faire? Ils ne peuvent pas toucher l'argent? Ils ne peuvent pas annuler la vente? Ils ne peuvent pas m'obliger à revenir? Exactement, a confirmé Maître Dubois. Légalement, vous êtes complètement protégé. En plus, la banque a confirmé les dépenses frauduleuses sur les cartes.
Mathieu devra tout rembourser ou faire face à des accusations criminelles. Et Céline est aussi impliquée parce qu'elle a fait certaines dépenses directement. Ils sont dans de sérieux problèmes financiers maintenant. Après avoir raccroché avec Maître Dubois, je me suis assis sur le petit balcon de l'appartement de mon cousin. J'ai regardé la ville que je commençais à peine à connaître. Une ville où personne ne connaissait mon histoire, où personne ne me voyait comme le vieux con qui avait été trompé par sa famille. Ici, j'étais juste Pierre, un homme qui recommençait. Et ça ressemblait à un cadeau. Les jours se sont transformés en semaines. J'ai trouvé un petit appartement à louer. Je ne voulais pas abuser de l'hospitalité de mon cousin. C'était un endroit modeste, une seule chambre dans un immeuble tranquille. Mais c'était à moi. Personne n'avait de clé, sauf moi. Personne ne pouvait entrer sans ma permission. Personne ne pouvait conspirer contre moi à l'intérieur de ces murs. J'ai acheté des meubles simples, rien de luxueux, juste le nécessaire. Un lit confortable, une petite table, un fauteuil pour lire. J'ai décoré avec les quelques photos que j'avais apportées. Cécile me souriant depuis un cadre sur la table de chevet. Ma défunte femme dans un autre cadre dans le salon. Mathieu n'était sur aucune photo visible. J'avais apporté quelques-unes de lui enfant, mais je les avais rangées dans une boîte dans l'armoire. Je n'arrivais pas à les regarder sans pleurer, sans me demander où j'avais perdu ce garçon doux. Un mois après mon arrivée, j'ai reçu un email de Mathieu. J'avais changé mon numéro de téléphone, mais il avait toujours mon email. Le message était long, erratique, plein de colère et de désespoir. « Papa !» commençait-il, bien que ça ne semblait pas venir d'un fils. Ça sonnait comme un étranger furieux. « Comment as-tu pu nous faire ça? Comment as-tu pu vendre la maison sans nous le dire? Cette maison était mon héritage, c'était mon avenir. Céline et moi avions tout planifié. On allait avoir des enfants là-bas, on allait construire notre vie là-bas. Et tu as tout gâché. La banque nous poursuit pour les cartes. Ils disent qu'on a commis une fraude, qu'on doit rembourser 92 000 € plus les intérêts et les pénalités. On n'a pas cet argent. J'ai perdu mon emploi parce que je n'arrivais pas à me concentrer avec tout ce stress. Céline m'a quitté. Elle a dit que j'étais un incapable, que je n'avais même pas pu contrôler mon propre père. Elle est partie vivre chez ses parents et ils me blâment pour tout. Je vis dans un appartement horrible. J'arrive à peine à payer le loyer. Et c'est entièrement de ta faute. Si tu avais été raisonnable, si tu avais compris qu'on voulait juste ce qu'il y avait de mieux pour toi. Mais non, tu devais être égoïste. Tu devais penser seulement à toi, après tout ce que j'ai fait pour toi, après t'avoir supporté toutes ces années. J'ai lu l'email 3 fois. Chaque mot était un couteau. Mais pas de douleur, de clarté. Parce que dans ce message, j'ai vu tout ce que j'avais besoin de voir. Mathieu n'était pas repentant, il ne demandait pas pardon, il ne reconnaissait pas la trahison, il était juste en colère parce que son plan avait échoué, il me blâmait juste de m'être protégé. Il disait qu'il m'avait supporté toutes ces années, comme si m'avoir eu comme père avait été un fardeau, comme si élever son fils, l'aimer, se sacrifier pour lui, était quelque chose pour lequel il méritait de la gratitude. Sa pensée était tellement déformée que ça faisait peur. J'ai répondu à l'email. Ce fut la seule fois que je l'ai fait. Ma réponse a été courte. Mathieu, j'ai lu ton message, et la seule chose que je vois, c'est que tu continues à ne pas comprendre ce que tu as fait. Tu ne m'as pas vendu ton plan comme quelque chose pour mon bien. Tu as conspiré dans mon dos. Tu ne m'as pas demandé la maison. Tu as planifié de la voler. Tu n'as pas utilisé mes cartes avec permission. Tu as commis une fraude. Et maintenant que tu fais face aux conséquences de tes actions, tu me blâmes. Ça me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. Il n'y a plus rien à nous dire. Ne me contacte plus. Pierre. Après avoir envoyé ce message, j'ai bloqué son email. J'ai fermé cette porte complètement. Les semaines suivantes ont été plus faciles, sans l'anxiété constante d'attendre des messages de Mathieu, sans le poids de me demander si je devais donner une autre chance, sans la culpabilité qu'il essayait de m'imposer pour m'être protégé. J'ai commencé à sortir plus. J'ai rencontré d'autres hommes dans un club de lecture de la bibliothèque locale. Des hommes de mon âge qui avaient aussi vécu des pertes, des trahisons, de nouveaux départs. Je n'ai pas raconté mon histoire complète au début,
Mais petit à petit, j'ai partagé des morceaux, et j'ai trouvé quelque chose de surprenant. Je n'étais pas le seul. Presque tous avaient des histoires de membres de la famille qui les avaient utilisés, blessés, trahis, et tous avaient dû prendre des décisions difficiles pour se protéger. L'un d'eux, un monsieur nommé Claude, m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Pierre, la société nous enseigne que les pères doivent toujours se sacrifier, qu'on doit tout supporter parce que c'est notre devoir. Mais personne ne nous enseigne qu'on a aussi droit à la dignité, au respect, à dire ça suffit. Ce que tu as fait n'était pas abandonner ton fils, c'était te sauver toi-même. Et ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. » J'ai trouvé un travail à mi-temps dans une librairie. Je n'avais pas vraiment besoin de l'argent, mais j'avais besoin d'un but. J'avais besoin de me sentir utile. Le propriétaire était un homme aimable qui m'a appris à gérer la boutique. J'ai découvert que j'avais un talent pour recommander des livres aux clients. Chaque livre que je vendais semblait une petite victoire, une preuve que je pouvais encore contribuer, que j'avais encore de la valeur. Les mois ont passé. L'automne est arrivé avec ses couleurs dorées. J'avais planté quelques fleurs dans des pots sur mon petit balcon. Je m'en occupais chaque matin, je les voyais grandir. Et dans ces fleurs, je voyais ma propre transformation. Je grandissais aussi, je fleurissais aussi, même si j'avais commencé dans un terrain aride et rocheux. J'ai reçu une dernière nouvelle de Maître Dubois avant de fermer complètement ce chapitre. « Pierre, je pensais que vous aimeriez savoir. Mathieu et Céline sont arrivés à un accord avec la banque. Ils vont payer les 92 000 € en mensualité sur 5 ans. S'il manque un seul paiement, ils feront face à des accusations criminelles. J'ai aussi appris que Mathieu travaille dans 2 emplois pour pouvoir payer. Et Céline est revenue avec lui, mais apparemment la relation est très détériorée. Sa famille le méprise pour ne pas avoir réussi à obtenir la maison. Ironique, n'est-ce pas ? Ce qu'il voulait qui les unisse est en train de les détruire. Ironique était peu dire. C'était de la justice poétique. Ils avaient conspiré ensemble. S'étaient soutenus dans le plan maléfique. S'étaient moqués de moi pendant qu'ils dépensaient mon argent. Et maintenant, ce même plan détruit était ce qui les gardait prisonniers d'une relation toxique. Mathieu prisonnier, travaillant comme un esclave pour payer une dette qui n'aurait jamais dû exister. Céline prisonnière d'un homme que sa famille méprisait. Sophie et Richard, voyant comment leur grand plan non seulement avait échoué, mais avait laissé leur fille dans une situation pire. Je n'ai pas ressenti de pitié pour aucun d'entre eux. Peut-être que ça me rendait cruel, peut-être que j'aurais dû ressentir de la compassion. Après tout, Mathieu restait mon fils biologiquement, mais le fils que j'avais élevé, le garçon que j'avais aimé, celui-là n'existait plus, si tant est qu'il ait jamais existé. Peut-être avait-il juste été une illusion que j'avais créée, une fantaisie de paternité parfaite qui n'avait jamais été réelle. Et accepter ça faisait mal. Mais ça libérait aussi, parce que ça signifiait que je n'avais rien perdu de réel. J'avais juste laissé partir quelque chose que je n'avais jamais eu. L'hiver est arrivé dans ma nouvelle ville. Il faisait plus froid que le climat auquel j'étais habitué. J'ai acheté des manteaux épais et j'ai appris à apprécier le froid. Il y avait quelque chose de purifiant en lui, comme si chaque rafale de vent glacé emportait un autre morceau de douleur. Je me suis joint à plus d'activités, un groupe de marche pour seniors, un cours de peinture au centre communautaire. J'ai même commencé à prendre des cours d'informatique parce que je voulais mieux utiliser la technologie, je voulais être indépendant dans tous les aspects, je ne voulais plus jamais dépendre de personne. Au cours de peinture, j'ai rencontré un monsieur nommé Alexandre. Il était veuf, quelques années plus âgé que moi, avec un sourire gentil et des yeux tristes qui comprenaient la perte. On ne flirtait pas exactement. On était 2 personnes brisées, apprenant à exister à nouveau. Mais il y avait un réconfort dans sa présence, une compréhension silencieuse. Un jour, après le cours, il m'a invité à prendre un café. J'ai accepté. On s'est assis dans un petit café et on a parlé pendant des heures. Il m'a raconté sa femme décédée d'un cancer 3 ans auparavant, ses enfants qui vivaient dans d'autres pays et appelaient rarement,
La solitude de vieillir quand les gens qu'on pensait être là ne sont simplement pas là. J'ai raconté mon histoire pour la première fois. Toute mon histoire, du début à la fin. Mathieu, Céline, le plan, la trahison, ma fuite. Alexandre a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai terminé, j'ai vu des larmes dans ses yeux. « Pierre », a-t-il dit en prenant ma main sur la table, « ce que tu as fait était la chose la plus courageuse que j'ai jamais entendue. Et je suis désolé que ton fils t'ait trahi de cette façon. Mais je veux que tu saches quelque chose. Le fait qu'il t'ait trahi ne signifie pas que tu as échoué en tant que père. Ça signifie que lui a échoué en tant que fils. » Ces mots ont brisé quelque chose en moi. J'ai pleuré là, dans ce café. J'ai pleuré pour tout ce que j'avais perdu, pour tout ce que j'avais enduré, pour toutes les années où j'avais cru que je n'étais pas assez. Alexandre n'a pas essayé d'arrêter mes larmes. Il a juste tenu ma main et attendu. Et quand je me suis finalement calmé, il a souri gentiment. « Maintenant, a-t-il dit, parlons de ton avenir, pas de ton passé. Des bonnes choses qui peuvent encore venir. » Et on a parlé. Pour la première fois en des mois, j'ai parlé d'espoir au lieu de douleur, de possibilités au lieu de perte, de la vie qu'il me restait à vivre. Alexandre et moi sommes devenus des amis proches. Il n'y avait pas de romance, pas vraiment. Mais il y avait de la compagnie. On se promenait ensemble le dimanche, on allait au cinéma occasionnellement, on cuisinait des dîners simples dans mon appartement ou dans le sien. Et lentement, j'ai réalisé que je construisais quelque chose que je n'avais jamais vraiment eu, une vie propre, pas définie par être le père de quelqu'un, pas défini par être le mari de quelqu'un. Juste Pierre, un homme avec ses propres intérêts, ses propres amitiés, ses propres choix. Et ça semblait révolutionnaire. Après 68 ans, je découvrais finalement qui j'étais, quand personne n'avait besoin de moi pour quoi que ce soit. 1 an après ma fuite, j'ai reçu une lettre physique. Pas de Mathieu, de Sophie, la mère de Céline. Ça m'a surpris. La lettre était brève mais marquante. « Monsieur Moreau, je ne sais pas si vous lirez ceci ou si vous me détestez trop pour considérer mes mots. Mais je dois dire quelque chose. Ma fille Céline a quitté Mathieu il y a 3 mois. Elle a réalisé qu'il n'était pas l'homme qu'elle pensait, ou peut-être qu'elle a réalisé que le plan qu'on a tracé était immoral et cruel. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que depuis que tout ça a explosé, ma famille n'a pas eu de paix. Richard et moi nous disputons constamment. Il me blâme d'avoir poussé le plan. Je le blâme de l'avoir encouragé. Céline est déprimée, en thérapie, essayant de comprendre quel genre de personne elle est devenue. Et moi, eh bien, je n'arrive pas à dormir la nuit. La lettre continuait. Je continue à voir votre visage dans mon esprit, la façon dont vous avez dû vous sentir en lisant ces conversations, en découvrant que la famille de votre belle-fille, des gens qui auraient dû vous respecter, vous appelait vieux con, qui conspirait pour voler votre foyer. Je n'attends pas votre pardon, je ne le mérite pas. Je voulais juste que vous sachiez qu'on n'en est pas sortis indemnes, que la cruauté qu'on a exercée contre vous nous détruit de l'intérieur, et que si je pouvais revenir en arrière, je n'aurais jamais suggéré ce plan horrible. Mais je ne peux pas. Je peux seulement vivre avec la culpabilité, et j'espère que vous, où que vous soyez, avez trouvé la paix, parce que vous la méritez. Pas nous. Elle signait simplement « Sophie ». J'ai lu la lettre plusieurs fois. J'ai ressenti beaucoup de choses. De la colère parce que les excuses arrivèrent trop tard. De la satisfaction parce qu'il souffrait des conséquences. De la tristesse parce que tout ça aurait pu être évité s'ils avaient choisi d'être de bonnes personnes. Mais surtout, j'ai ressenti de l'indifférence. Leur culpabilité n'était pas mon problème. Leur famille détruite n'était pas ma responsabilité de réparer. J'avais suffisamment guéri pour ne pas avoir besoin de leur repentir. Je n'avais pas besoin de leur validation que ce qu'ils m'avaient fait était mal. Je le savais déjà, et j'étais déjà passé à autre chose. Je n'ai pas répondu à la lettre. Je l'ai rangée dans un tiroir, avec toutes les autres preuves de cette époque. Des documents que je gardais pour des raisons légales, mais que je ne regardais plus. Ce chapitre était clos. Ma vie, maintenant,
était différente, meilleure, plus petite en termes matériels peut-être. Je n'avais plus une grande maison, je n'avais plus de famille proche, mais j'avais la paix, j'avais la dignité, j'avais le choix, et ça valait plus que n'importe quelle propriété, plus que n'importe quelle relation forcée avec des gens qui ne m'appréciaient pas. Les saisons ont continué à changer. Le printemps est arrivé avec ses fleurs et ses nouveaux départs. Je fleurissais aussi. Mon petit commerce de vente de livres d'occasion avait grandi. Je connaissais mes voisins. J'avais des routines. J'avais un but. Un après-midi, en rangeant mes affaires, j'ai trouvé une vieille photo de Mathieu quand il avait 5 ans. Il souriait, serrant une peluche, ses yeux pleins d'innocence. J'ai regardé cette photo longtemps. Et finalement, j'ai réussi à séparer le garçon de l'homme. J'ai réussi à pleurer pour le garçon que j'avais aimé sans me sentir obligé envers l'homme qui m'avait trahi. J'ai réussi à honorer les bons souvenirs sans les laisser m'enchaîner à une relation toxique. Et ça, j'ai compris, c'était la vraie guérison. Alexandre m'a rendu visite ce soir-là. On avait prévu de dîner ensemble. Pendant qu'on cuisinait, je lui ai parlé de la photo, de comment j'arrivais finalement à la regarder sans ressentir cette douleur aiguë dans la poitrine. Il a souri en coupant des légumes. « Pierre, ça signifie que tu guéris vraiment. Ce n'est pas oublier, c'est apprendre à se souvenir sans saigner. » Il avait raison. Les souvenirs ne me faisaient plus saigner. Je ne me réveillais plus la nuit avec des crises d'angoisse. Je ne vérifiais plus compulsivement mon téléphone en attendant des messages qui n'arriveraient jamais. Je ne me blâmais plus de ne pas avoir vu les signes avant. J'étais arrivé à un endroit d'acceptation. Les choses étaient arrivées. Elles étaient terribles, mais j'avais survécu, et je n'avais pas juste survécu, je prospérais à ma façon. Après le dîner, Alexandre et moi nous sommes assis sur le balcon, regardant les étoiles. L'air du printemps était doux et parfumé. « Pierre, a-t-il dit doucement, je peux te poser une question ?»« Bien sûr. Tu penses parfois à contacter Mathieu, à lui donner une chance de s'excuser correctement ?» J'ai considéré la question honnêtement. J'y pensais les premiers mois, tous les jours, mais je n'y pense plus, parce que j'ai réalisé quelque chose. Il sait où je suis. S'il voulait vraiment me retrouver, mettre du bois à mes informations. Il pourrait me contacter à travers lui, mais il ne l'a pas fait. Et ça me dit qu'il ne comprend toujours pas ce qu'il a fait de mal. Il pense toujours que j'ai exagéré, que j'ai été cruel. Tant qu'il ne peut pas voir sa propre culpabilité, aucune conversation n'est possible. Alexandre a hoché la tête compréhensif. « Tu es sage, Pierre. Beaucoup de gens dans ta situation se seraient laissés manipuler à nouveau, seraient tombés dans la culpabilité et seraient revenus. Tu as choisi ta paix. L'amour-propre est quelque chose qu'il m'a fallu 68 ans pour apprendre. On est resté en silence, profitant de la soirée. Et dans ce silence, j'ai trouvé quelque chose que je n'avais jamais eu dans ma vie antérieure. Une vraie tranquillité. Pas le calme superficiel de faire semblant que tout allait bien, mais la paix profonde de savoir que j'étais exactement où je devais être. 2 ans complets se sont écoulés depuis cette nuit où j'ai lu les messages sur le téléphone de Mathieu. 2 ans depuis que ma vie a explosé et que j'ai dû la reconstruire à partir de zéro. Et maintenant, assis dans ce petit appartement qui est complètement à moi, je peux dire honnêtement que je ne changerai rien. Oui, j'ai perdu ma maison, mais j'ai gagné ma liberté. Oui, j'ai perdu mon fils, mais je me suis retrouvé, et cet échange, aussi douloureux qu'il ait été, valait chaque larme. Ma routine maintenant est simple, mais satisfaisante. Je me réveille tôt et je prends mon café sur le balcon en regardant le soleil se lever. Je travaille à la librairie le matin. L'après-midi, je me promène dans le parc où je visite la bibliothèque. Les week-ends, je passe du temps avec Alexandre et avec les amis que je me suis fait dans mes cours. Ce sont de petits plaisirs, rien d'extraordinaire. Mais ils sont à moi. Personne ne peut me les prendre. Personne ne conspire pour voler cette vie. Parce que je n'ai rien construit que d'autres pourraient convoiter. J'ai construit la paix, et ça ne se transfère pas, ça ne se vend pas, ça ne se vole pas. J'ai tellement appris ces 2 dernières années. J'ai appris que la famille n'est pas toujours le sang.
que les gens qui nous doivent le plus de loyauté sont parfois les premiers à trahir, que le sacrifice constant ne génère pas de gratitude, mais des attentes. Que dire non est un acte d'amour-propre, pas de cruauté, qu'être seul n'est pas la même chose qu'être abandonné, et que recommencer à n'importe quel âge est possible si on a le courage de faire le premier pas. Le premier pas est toujours le plus difficile, mais chaque pas après devient un peu plus facile. Parfois, je reçois des nouvelles de ma vie antérieure par des connaissances. J'ai appris que Mathieu avait finalement fini de payer la dette des cartes après presque 2 ans de travail constant. J'ai appris que Céline avait essayé de revenir avec lui brièvement, mais l'avait finalement quitté définitivement. J'ai appris que Sophie et Richard avaient divorcé à cause du stress et des blâmes mutuels. J'ai appris que Mathieu vit maintenant seul dans un appartement très modeste, travaillant dans un emploi qui lui permet à peine de joindre les 2 bouts. Et bien qu'une partie de moi, cette partie paternelle qui ne meurt jamais complètement, ressente une pointe de tristesse pour lui, la plus grande partie de moi ne ressent que de l'indifférence. Il a fait ses choix. J'ai fait les miens. Il a choisi la trahison et la cupidité. J'ai choisi la dignité et la survie. Nous vivons maintenant tous les deux avec les conséquences de ces choix. Il n'y a plus rien à discuter. Parfois, je me demande si Mathieu pense à moi, s'il regrette, s'il comprend finalement l'ampleur de ce qu'il a fait. Mais ces questions ne m'empêchent plus de dormir. Parce que la vérité, c'est que ça n'a pas d'importance. Son repentir ou son absence ne change pas ma réalité, ne me rend pas les années de mauvais traitements, n'efface pas les insultes qu'il a écrites sur moi, ne défait pas le plan qu'il a monté pour me voler, et ne reconstruit définitivement pas la confiance qu'il a détruite. J'ai décoré mon appartement avec des choses qui m'apportent de la joie, des plantes à chaque fenêtre, des tableaux que j'ai peints moi-même au cours d'art, des photographies de Cécile souriant, une couverture tricotée par Claude, mon ami du club de lecture, des livres empilés à côté de mon fauteuil préféré. C'est un espace petit, mais il est rempli d'amour propre, d'amour des vraies amitiés que j'ai cultivées. Et c'est suffisant, plus que suffisant. C'est l'abondance après des années de pénurie émotionnelle. L'autre jour, en rangeant mon armoire, j'ai trouvé la boîte avec les photos de Mathieu enfant. Je les ai prises et je les ai regardées une par une. Je n'ai plus pleuré. J'ai juste ressenti une mélancolie douce pour ce temps qui n'existe plus, pour ce garçon qui a grandi et s'est transformé en quelqu'un que je ne reconnais pas. Mais j'ai aussi ressenti de la gratitude, parce que cette expérience, aussi dévastatrice qu'elle ait été, m'a appris la leçon la plus importante de ma vie. Elle m'a appris que j'ai de l'importance, que mon bien-être a de l'importance, que ma dignité n'est pas négociable, et que je ne permettrai plus jamais, jamais, à personne de me traiter comme si j'étais jetable. Alexandre m'a proposé il y a quelques mois qu'on vive ensemble. Pas comme un couple romantique nécessairement, bien qu'il y ait une affection profonde entre nous, mais comme compagnons de vie. 2 personnes qui ont été blessées et qui choisissent de guérir ensemble. J'y réfléchis. Pas parce que j'en ai besoin, mais parce que je le veux. Et cette différence est fondamentale. Avant, j'avais besoin de Mathieu. J'avais besoin de son approbation, de sa présence, de son affection. Et ce besoin m'a rendu vulnérable aux abus. Maintenant, je suis complet par moi-même. Si je choisis de partager ma vie avec Alexandre, ce sera à partir d'un endroit de plénitude, pas de manque. Et ça fait toute la différence du monde. Il y a quelques jours, j'ai reçu un email inattendu. C'était d'une jeune femme qui avait entendu mon histoire par Claude. Elle a écrit « Monsieur Moreau, je ne vous connais pas personnellement, mais mon ami m'a raconté votre histoire. Je veux que vous sachiez qu'elle m'a inspiré à quitter une relation abusive avec ma famille. Je passais des années à être le distributeur automatique de mes frères et parents. Je me sentais coupable de poser des limites. Mais votre histoire m'a montré que me protéger n'est pas les trahir, c'est me sauver. Merci pour votre courage. » Ça m'a fait pleurer pour les bonnes raisons, parce que ma douleur avait servi à quelque chose.
elle avait aidé une autre personne à trouver sa propre force. Et ça donnait un sens à tout ce que j'avais traversé. Ce matin, en prenant mon café sur le balcon, j'ai pensé à tout le chemin parcouru. Depuis cette nuit terrible à lire les trahisons sur le téléphone de Mathieu jusqu'à ce moment de paix. Ça n'a pas été facile. Il y a eu des nuits où j'ai cru que je ne survivrais pas à la douleur. Il y a eu des moments où j'ai douté de mes décisions, où je me suis demandé si j'avais été trop dur, si j'aurais dû leur donner une autre chance. Mais chaque fois que ces pensées arrivaient, je me souvenais de leurs mots exacts, vieux, con, facile à gérer, trop soumis. Et je me souvenais que je n'avais pas mal interprété. Je n'avais rien exagéré. Ils avaient vraiment conspiré pour me détruire. Et j'avais vraiment choisi de survivre. Si je pouvais parler au Pierre d'il y a 2 ans, à cet homme tremblant en lisant ces messages horribles, je lui dirais ceci. Je sais que tu as peur. Je sais que tu as l'impression de tout perdre. Mais ce que tu perds ne vaut pas la peine d'être gardé. Ce qui vient après la douleur est meilleur que tu ne peux l'imaginer. Tu vas découvrir une force que tu ne savais pas avoir. Tu vas trouver des gens qui te valorisent vraiment. Tu vas construire une vie petite mais belle. Et tu vas aller bien, plus que bien. Tu vas être en paix. Et à toute personne qui lit ceci, à toute personne qui s'identifie, je veux dire la même chose. Si vous êtes maltraité par votre famille, si vous êtes utilisé, si vous êtes traité comme si vous n'aviez pas d'importance, je veux que vous sachiez que vous avez des options, que vous n'êtes pas prisonnier, que choisir votre dignité plutôt qu'une famille toxique ne fait pas de vous de mauvaises personnes. Ça fait de vous des survivants, ça fait de vous des courageux. Et bien que le chemin soit difficile, bien qu'il y ait de la douleur et de la perte, de l'autre côté, il y a la vie, la paix. La possibilité d'être finalement qui vous êtes vraiment, sans avoir à vous rétrécir pour rendre heureuses des personnes qui ne vous valoriseront jamais. N'attendez pas que les choses s'améliorent toutes seules. Ne continuez pas à croire que si vous vous sacrifiez un peu plus, vous recevrez finalement l'amour que vous méritez. Parce que les gens qui vous aiment vraiment n'exigent pas que vous vous détruisiez pour prouver votre loyauté. Le vrai amour ne fait pas constamment mal. Ne manipule pas, ne conspire pas, ne trahit pas, et vous méritez le vrai amour. Même si cet amour vient d'amis plutôt que de la famille, même s'il vient de vous-même d'abord. Aujourd'hui est une belle journée. Le soleil brille et il y a une brise douce. Je vais sortir me promener avec Alexandre. Après, on a le marché aux livres où je vais vendre mes livres d'occasion. Ce soir, on dînera avec Claude et d'autres amis. C'est une vie simple. Tranquille, sans drame, sans trahison, sans conspiration. Et c'est la plus belle vie que j'ai jamais vécue, parce qu'elle est à moi, complètement à moi. Personne ne peut me la prendre, parce qu'elle ne repose pas sur des biens matériels qui peuvent être volés. Elle repose sur une paix intérieure que j'ai gagnée après la tempête. Mathieu ne m'a jamais retrouvé, n'a jamais vraiment essayé de s'excuser par les canaux qu'il avait disponibles. Et ça me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. Il a perdu son père le jour où il a décidé de le trahir. J'ai perdu mon fils le jour où j'ai découvert qui il était vraiment. Et nous continuons tous les deux à vivre. Mais un seul d'entre nous est en paix. Un seul a choisi la dignité plutôt que la cupidité. Un seul est vraiment libre. Et cette personne, c'est moi. Pierre Moreau, 68 ans. Survivant, libre, et finalement, après une vie entière de sacrifices pour les autres, vivant pour moi-même. Et je ne regrette rien. Je suis très heureux que vous soyez là et que je puisse partager mon histoire avec vous. Si vous avez aimé, montrez-le en mettant un like et en vous abonnant à la chaîne Les Conseils de Papy. On va voir combien on est. Dites-moi en commentaire de quelle ville vous regardez et quelle heure il est chez vous. Je suis super curieux de savoir d'où tous ces gens formidables me suivent. Si vous voulez me soutenir un peu plus, vous pouvez aussi envoyer une petite contribution. Chaque jour, j'apporte de nouvelles histoires de vie rien que pour vous. Et maintenant, 2 de mes histoires les plus populaires vont apparaître à l'écran pour que vous choisissiez laquelle regarder.